petit quart d'heure lyonnais, habituel. Je vous remercie tous d'être présents. Et je vais tout de suite passer la parole à Gérard Vidal pour l'introduction. Merci Manuel. Donc j'ai la charge ici de représenter l'école qui vous accueille et donc de faire ce petit moment d'introduction. Donc au nom du directeur de l'École normale supérieure de Lyon, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux, en particulier dans ces locaux de l'Institut français de l'éducation, qui est un des instituts internes de l'école et qui est arrivé dans l'école récemment. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je vous prie d'excuser le président qui a été retenu sur d'autres missions. Comme vous le savez, en ce moment, il y a quelques petites difficultés autour de la création de cette école et il a pas mal de travail auprès des hautes instances. C'est moi qui suis là ce matin. Hier, vous avez vu probablement Jean-Claude Zancarini, qui est le directeur du pôle de diffusion des savoirs. Je suis son adjoint. Et nous nous répartissons un petit peu le monde, c'est-à-dire que lui est plutôt lettres et humanité, je suis plutôt sciences. Et vu mon attachement à Uniciel, c'est moi qui suis là avec vous ce matin. Je tiens d'abord, au nom de l'école, à remercier l'UNT Uniciel d'être venu chez nous pour séjourner son assemblée générale. C'est vraiment un très grand plaisir de vous accueillir et je remercie personnellement Manuel d'avoir accepté de venir dans l'ENS. Et je crois que pour nous, c'est vraiment un signe fort de la part de l'UNT parce que nous sommes un établissement qui est vraiment atypique. D'abord, c'est un établissement de petite taille. Si on compare notre nombre d'étudiants au nombre d'étudiants que vous avez dans vos universités, on est vraiment probablement le plus petit poussé de cet univers. Cet établissement de petite taille, c'est aussi un établissement qui n'a pas de L1, qui n'a pas de L2. Donc quand dans Uniciel, on se préoccupe de réussite en licence et de se débrouiller pour que les étudiants restent et réussissent à l'université quand ils y rentrent, on n'est pas vraiment dans la cible et c'est quand même très satisfaisant que Uniciel nous accepte et nous permette de travailler dans cet univers. Et la dans cette UNT. Donc je remercie Uniciel d'avoir accueilli l'ENS et d'avoir entretenu avec l'ENS de très bonnes relations. Il y a un merci un petit peu particulier parce que dans l'organigramme d'Uniciel, il y a une personne importante qui est Marie-Péter Longo. Et dès le début, Monique avait accepté que Marie, qui joue un rôle dans Uniciel important, soit mise à disposition ou du moins soit installée sur le site de l'ENS de Lyon. Et là aussi, ça a été un honneur et un plaisir que d'accueillir Marie. Et je dois dire que outre le travail qu'elle fournit pour Uniciel, c'est toujours une ressource vraiment précieuse pour les discussions, pour les échanges qu'on peut avoir avec elle. Et c'est certainement un des liens qui nous relie très fortement à Uniciel. Donc après ces remerciements, je crois aussi qu'il y a quelque chose d'assez fort ce matin, c'est que nous tenons ces journées dans les locaux de l'Institut français de l'éducation et je crois que c'est très symbolique. Uniciel est un des UNT qui, dès l'origine, s'est préoccupé de pédagogie et s'est préoccupé de produire des ressources dans un vrai but d'éducation pour parvenir à contribuer à améliorer l'éducation grâce au numérique. Et je crois que être dans les locaux de l'Institut français de l'éducation, c'est vraiment symbolique et je le vois comme un signe parce qu'on a failli être sur le campus Descartes ou sur le campus Monod, ça a changé, puis on est là. Et je crois que c'est quand même un vrai signe parce que ça souligne cette réflexion et tout le travail qui a été fait dans Uniciel autour de la pédagogie numérique. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont rester pour la suite de la semaine sur la pédagogie de l'enseignement supérieur et les journées MINES qui sont aussi organisées ici. Et en fait, c'est une vraie continuité là aussi. On passe de journées Uniciel à une réflexion sur la pédagogie numérique. Je crois aussi que ça tient la route et c'est une chose qui est très intéressante que ce lien entre ce que peut faire un UNT et les réflexions qui sont faites au niveau du ministère sur la pédagogie numérique.
Donc vous êtes dans l'ENS et par la presse ou par l'AEF, vous avez certainement entendu parler de changements qui ont eu lieu ici à Lyon dans nos locaux. Donc je vais vous dire quelques mots pour que vous partiez avec quelques connaissances sur ce que nous sommes devenus. En fait, vous êtes dans l'École normale supérieure de Lyon qui existe depuis simplement 2 ans, puisque nous sommes nés au 1er janvier 2010 de la fusion de 2 ENS, l'ENS de Lyon Sciences et l'ENS Lettres et Sciences Humaines, toutes deux héritées des ENS de Saint-Cloud et de Fontenay, qui avaient déménagé, même pas ensemble, mais de façon décalée à Lyon il y a quelques années. Le premier déménagement a été en 87 et le second en 98, je pense. Et donc, le 1er janvier 2010, ces 2 anciennes ENS ont fusionné pour créer cet établissement qui est l'École normale supérieure de Lyon. Cet établissement qui est devenu donc un établissement multidisciplinaire qui part depuis les langues, les humanités, toutes les sciences humaines d'un côté, jusqu'aux sciences les plus fondamentales. Et c'est avec plaisir qu'on rappelle que Cédric Villani, la dernière médaille Field, était un des mathématiciens de notre établissement, donc qui est maintenant parti à Lyon 1 et à l'Institut Henri Poincaré à Paris. Donc on a cette école qui est maintenant un établissement pluridisciplinaire dont la fusion a été qualifiée de réussie par la Cour des comptes. C'est toujours assez sympathique d'avoir un grand auditeur qui dit que finalement ça s'est peut-être bien passé cette fusion. Et au 1er janvier 2011, l'ENS de Lyon a incorporé l'Institut national de recherche pédagogique qui s'est transformé en Institut français de l'éducation. Mais ce n'est pas une transformation simple, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un changement de cet institut qui s'est positionné comme un institut français de l'éducation, qui a repris toutes les activités de recherche existantes à l'INRP, mais aussi toutes les autres activités qui faisaient de cet institut quelque chose de plus que simplement un institut de recherche. Donc l'ENS est composé de 3 grands pôles. Un pôle recherche, bien sûr, un pôle formation, et une originalité à la création de cette école a été créé un pôle de diffusion des savoirs. Et ce pôle de diffusion de savoir, c'est lui qui a en charge les relations avec les universités numériques thématiques. Nous avons des relations avec 3 UNT, UNICIEL bien sûr, UVED et UOH. Ce pôle de diffusion des savoirs est une entité assez originale qui, je crois, n'existe pas encore ailleurs, mais peut-être que l'exemple plaira à d'autres établissements. L'idée était de regrouper tous ceux qui contribuent à partager les savoirs au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc vous retrouvez dans le pôle que je co-dirige, ENS Média, c'est grâce à eux qu'en ce moment toute la partie technique se passe. Nous avons aussi UNIS qui est les usages du numérique, grosso modo on dirait les TIS pour caricaturer. Access qui est une entité d'actualisation continue de connaissances pour les enseignants de sciences de l'enseignement secondaire. Nous avons aussi la bibliothèque. Pour ceux qui sont arrivés par le métro, la bibliothèque, c'est les 2 grands bâtiments perpendiculaires qui sont derrière nous. Nous avons les éditions, une maison d'édition complète au niveau de l'ENS. Nous avons les humanités numériques, tous les gens qui, autour de la recherche dans les humanités, essaient de développer des outils, un outillage numérique de cette recherche. Et nous avons récemment récupéré un morceau d'action culturelle. À ce propos, pour ceux qui auraient le temps de passer par l'atrium du site Descartes, qui est de ce côté-là, il y a une très belle exposition sur Haïti en ce moment. Donc voilà le tour global de ce qu'est ce pôle diffusion des savoirs au sein de cette école. Et dans ce pôle diffusion des savoirs, il y a une partie constituée par UNIS et Access qui fait partie de l'IFE. Et dans l'IFE, vous avez 4 départements, un département de recherche, un département de formation, une agence qualité éducation qui a regroupé toutes les activités de veille, le centre Alain Savary, toutes les activités de prestation sur les formations, et un département de médiation des savoirs qui regroupe justement les 2 entités, TIS et actualisation continue des connaissances, au sein d'une entité qui est ce département de médiation des savoirs. Donc voilà présenté très sommairement l'établissement qui vous accueille. Je ne terminerai pas cet exposé sans parler de la dernière aventure que nous avons tentée ensemble, qui est
alors le sujet en est la publication au travers de manuels numériques. Le titre du projet est la transformation de l'enseignement et des apprentissages grâce aux manuels numériques. Et je crois que nous sommes devant un sujet extrêmement brûlant. Vous avez probablement tous acheté certainement un e-book à un moment ou à un autre que vous avez mis dans votre iPad. Et vous avez vu que ces outils permettaient effectivement d'avoir une nouvelle approche de ce que peuvent être les ressources. Et la réponse à cet appel d'offres va probablement nous permettre, si nous sommes lauréats, de mesurer comment des gros producteurs de ressources que vous êtes peuvent contribuer à de la publication numérique dans le monde éducatif et à la production de manuels numériques. Et je crois que c'est un nouveau champ qui sera aussi là soumis à la sagacité de la recherche en pédagogie, parce que c'est des instruments que nous ne savions pas pouvoir exister. Bien, je ne vous embêterai pas plus longtemps. Donc je vous remercie encore à tous d'être venus à Lyon, et je remercie l'UNT Uniciel d'avoir choisi l'ENS pour son assemblée générale et ses journées. Je remercie tous les gens qui ont contribué ici à l'ENS à la réussite de ces journées. Je pense au personnel technique, bien sûr, de ENS Média. Je pense aussi à Catherine, la responsable de UNIS, qui n'a pas ménagé ses efforts pour que les choses soient faites. Je pense au secrétariat, et je pense à Marie et à Maxime, qui ont eux aussi travaillé énormément pour que ces choses soient réussies. Donc merci à tous, et je vous souhaite une bonne journée unicienne. On va tout de suite dire, avec toutes mes excuses, que le titre de ma conférence n'est pas celui du tout que je vais présenter. Pour des raisons bien simples, c'est que je suis totalement incapable de parler de ce sujet-là. Je ne suis absolument pas un théoricien de la pédagogie et d'éthique, et vous allez vous en rendre compte dans un instant. Mais à la décharge d'Emmanuel, je l'ai prévenu un petit peu tard pour des raisons personnelles que je ne pouvais pas faire une conférence sur ce sujet. Donc je vais vous parler de toute autre chose, en particulier de Lyon 1, plus exactement de la politique de Lyon 1 en matière de pédagogie et d'éthique. Vous parler d'ICAP, qui est le bras armé, si j'ose dire, de Lyon 1 dans ce domaine. Et puis, comme je suis... J'ai des diapos quelque part. Alors, je ne sais pas où elles sont. Et puis, comme je suis vice-président délégué du CEVU chargé de la pédagogie et d'éthique, en fin de mandat, puisque mon mandat s'arrête dans 15 jours, moins de 15 jours maintenant, je vais me permettre de regarder un petit peu derrière moi et de vous parler de moi. Je suis tout à fait désolé, mais de jeter un petit coup d'œil sur ces dernières années dans cette démarche vers la pédagogie et l'éthique. Alors, je vais commencer dans l'ordre inverse, je vais commencer par parler de moi, en vous expliquant que je suis à l'origine de ma carrière un chercheur. J'ai démarré ma carrière en 1980 comme chercheur à l'Institut Pasteur, donc un chercheur pur, comme il y en a plein, qui fait 100% de son temps avec ses éprouvettes et ses tubes à essai et ses pipettes, etc. Assez rapidement, j'ai été chargé d'enseignement à l'Institut Pasteur. Vous savez qu'à l'Institut Pasteur, il y a des cours
c'est prestigieux, des cours internationaux, etc. J'ai été chargé de cours, puis chef de travaux pratiques, et puis directeur d'un cours de mycologie médicale à l'Institut Pasteur. Ce sont des cours en général assez denses. Hein. Ce cours de mycologie médicale dure 2 mois, mais c'est 8 heures par jour. Donc vous voyez, en 2 mois, on remplit son staff d'enseignement si j'avais été dans l'université. Mais ce sont des cours extrêmement spécialisés. Ce sont des cours, si on peut dire, niveau recherche, qui s'adressent à une quinzaine d'étudiants, une vingtaine d'étudiants dans les meilleures promotions. Et ça jusqu'en 99. Inutile de vous dire qu'à l'époque, si je faisais de l'enseignement, si je m'occupais d'enseignement, le terme pédagogie était absolument inconnu. Personne ne connaissait ce terme-là, personne ne l'utilisait et personne ne se posait la question. Et puis en 99, le cours de ma vie a changé, j'ai été nommé professeur à Lyon, en mycologie, à la faculté de pharmacie. Et puis, expérience que beaucoup d'entre vous ont dû connaître, j'ai été nommé le 1er septembre 99. Le 15 septembre 99, je me suis retrouvé avec 250 étudiants devant moi, sans savoir du tout par quel bout commencer. Et je me suis dit, bon, écoute, j'ai déjà fait de l'enseignement, j'ai déjà eu des étudiants, je vais reprendre mes cours de l'Institut Pasteur, je vais les formater en termes de timing, etc. J'ai pris ma craie et mon tableau et quelques transparents et je me suis lancé. Vous imaginez le succès que j'ai eu avec ces cours hyper spécialisés devant des étudiants de 2e année de pharmacie. Succès inégalé. Alors, moi, je me suis un petit peu remis en question, bien entendu, j'ai réfléchi, mais sans avoir la moindre idée de quelle façon je pouvais améliorer les choses. Et ma façon d'améliorer les choses, ça a été d'abord de baisser le niveau de mes enseignements, ça a été de les raccourcir, ça a été de les simplifier, ce qui a été une démarche absolument inverse de tout ce que j'avais fait durant le début de ma carrière. Mais ceci a permis quand même de faire un petit peu mieux passer les choses. Et puis, les années passant, connaissant un petit peu mieux le monde universitaire, vers 2002-2003, j'ai découvert, c'est-à-dire il y a 10 ans, hein, il y a moins de 10 ans, j'ai découvert qu'on pouvait faire des évaluations des enseignements. Alors ça a été une découverte formidable pour moi, et j'ai utilisé évidemment ces évaluations pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait de mal dans mon enseignement et comment je pouvais mieux le faire passer. Alors, à l'époque, en 2002-2003, les évaluations, ce n'était pas encore informatisé. J'ignorais, à ma grande honte, j'ignorais qu'il y avait à Lyon un service qui était chargé de faire des évaluations. J'ai tout inventé par moi-même, ce qui se faisait à la porte d'à côté. J'ai fait des évaluations à la main, j'ai fait mes petits tableaux Excel, etc. Et j'ai eu des résultats intéressants. J'ai eu des évaluations. Alors, on regarde les questionnaires plus ou moins bien bâtis, et puis on regarde surtout les propositions libres des étudiants. C'est celles qui parlent souvent le mieux, le plus directement. Et je découvre une évaluation. L'enseignement de M. Boiron est formidable, extrêmement bon pédagogue, etc. Formidable, j'ai découvert l'étudiant parlant, j'ai découvert la mycologie à travers M. Boiron. Merveilleux, je dis, alors je faisais de la pédagogie sans le savoir. Je continue à lire mes questionnaires, autres questionnaires. L'enseignement de M. Boiron est mortel, j'ai failli mourir durant cet enseignement, j'ai assisté au premier cours, je n'y suis jamais retourné. Bien. Alors, les évaluations, c'est intéressant, ça donne des indications, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien. Alors, ceci dit, j'ai trouvé que c'était un outil intéressant, parce que bien sûr, je simplifie et je caricature. Il y avait aussi des choses qui m'ont permis de mieux comprendre, de mieux caler mon enseignement. Et puis, j'ai voulu faire partager cette expérience tout à fait extraordinaire pour moi à mes collègues de la faculté de pharmacie, qui, en 2002-2003, je redis bien les dates, ignoraient totalement qu'on pouvait faire des évaluations. Beaucoup, d'ailleurs, quand ils ont su qu'on pouvait en faire, n'ont absolument pas voulu se prêter au jeu. Vous connaissez le discours imbécile, moi, professeur, etc. Comment me faire évaluer par des étudiants. Patrick, tes évaluations, je m'assois dessus, etc. etc. Ce discours est totalement véridique.
Enfin, on a quand même progressé et puis on a réussi à faire des évaluations avec quelque chose que j'ai cru découvrir. J'étais très très fier de cette découverte. Pour faire passer la pilule des évaluations à mes collègues de pharmacie, ça a été de faire en sorte que le résultat de ces évaluations soit secrète en fait et n'ait qu'un seul destinataire, l'enseignant responsable de l'enseignement qui était évalué. J'ai appris par la suite que c'était la loi, qu'il fallait faire comme ça. Enfin, j'étais très fier de ma découverte. Et puis, petit à petit, bon, j'ai découvert qu'il y avait des activités dans ce domaine à Lyon 1. J'ai rencontré des gens à Lyon 1 qui travaillaient dans le domaine de ces évaluations, un petit peu de pédagogie, un peu plus d'éthique. Et puis assez brutalement, assez rapidement, du fait de ma petite expérience dans les évaluations à la faculté de pharmacie, et à l'occasion d'un renouvellement de vice-présidence à Lyon 1, en 2007, on m'a demandé si je voulais être vice-président ou délégué chargé de la pédagogie et d'éthique. Ah, je dis, ben, pourquoi pas, de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ben, c'est politique. Très bien, c'est politique, mais encore. Ah ben, c'est politique et puis tu verras bien. Très bien. Comme je n'ai pas l'habitude de dire non, j'ai dit oui. Et comme j'étais le seul candidat, j'ai été élu. Je me suis retrouvé propulsé comme vice-président chargé de la pédagogie et d'éthique. Et là, j'ai découvert, donc 2007, je vous rappelle les dates, j'ai découvert un service de pédagogie, absolument, un service pédagogie éthique absolument extraordinaire pour moi à Lyon. Alors, ce service de pédagogie éthique, en réalité, en 2007, est un double service. Il y avait un service sup, 2 personnes en 2007, et un service qu'on appelait practice à l'époque, un service TIS qui comptait une vingtaine de personnes. Et là, j'ai découvert ce monde de la pédagogie, ce monde des TIS qui m'ouvrait, il y a 5 ans, des perspectives tout à fait extraordinaires. Alors, j'en arrive à parler maintenant de Lyon 1 et de ce service sup practice, qui est devenu le service ICAP, qui veut dire innovation, conception, accompagnement pour la pédagogie. Alors ce service ICAP, je ne vais pas vous faire son historique, ça n'a pas beaucoup d'importance, je vais vous donner le bilan de l'état actuel, de ce service ICAP, en indiquant bien entendu que tout ce qui constitue le service ICAP aujourd'hui n'a pas démarré quand j'étais nommé vice-président chargé de ce service. Il y avait d'abord beaucoup de choses qui existaient, simplement je les ignorais. Et puis il y avait aussi un certain nombre de choses qui étaient déjà sur les rails, mais qui pour différentes raisons ne se mettaient pas en place, ne fonctionnaient pas. Et c'était mon rôle effectivement de faire tourner la machine, puisque c'était mon ordre de mission de faire en sorte que ça tourne. Alors ce service ICAP est un service important. Maintenant, ce service regroupe plus de 35 personnes. 35 personnes qui sont chargées et de la pédagogie et d'éthique. Alors si on distingue un tout petit peu, maintenant il y a 7 personnes qui sont chargées de la pédagogie, les autres sont chargées d'éthique pour rester simple. Et ce service ICAP qui a un directeur en propre, qui n'est pas le vice-président, je suis encore une fois simplement chargé du bon fonctionnement de ce service. Il y a un directeur adjoint qui est dans la salle ici, Patrice Thirier. Et puis, il y a un certain nombre de pôles importants, plus ou moins nombreux en personnes qui constituent ces pôles, avec des pôles, je fais le tour de ce graphique, avec un pôle développement, avec un pôle infrastructure, un pôle web santé, un pôle web sciences, un pôle vidéo, un pôle, je ne vois pas sur le côté, un pôle évaluation, un pôle poster. Bref, une grosse structure, très très grosse structure, qui est donc au service des enseignements pour le bien des étudiants. Alors ce service ICAP,
passer assez vite sur cette diapositive, c'est plus un peu de la promotion interne. Et ce service ICAP fonctionne, alors bien sûr avec avec les étudiants et les enseignants, mais bien sûr avec d'autres entités de Lyon 1. Il est sous la coupe du CEVU, il est évidemment sous la coupe du CERF, bien entendu, et puis il travaille avec d'autres services, comme le service focal chargé de la formation continue, le service SOI, le service de la documentation. Il travaille évidemment avec d'autres partenaires en région et au niveau de la France, et il a également des activités internationales avec des universités francophones, et au-delà, puisqu'on travaille aussi étroitement avec le MIT aux USA. Alors, l'activité de ce service est considérable. Il y a, on va le voir dans la prochaine diapositive, un outil extrêmement important et qui mobilise beaucoup des personnes d'ICAP, qui a été développé par ICAP, qui est la plateforme pédagogique Spiral, dont on va dire quelques mots maintenant. Alors cette plateforme pédagogique Spiral est un outil propre qui a été développé par ICAP et par Lyon 1 et qui fonctionne comme toutes les plateformes pédagogiques qui visent à être utilisées pour déposer un certain nombre d'enseignements et puis utiliser des outils les plus modernes pour développer de la pédagogie. Alors ce tableau est un petit peu compliqué, il m'a été fourni par Christophe Battier, mais montre par exemple sur les lignes hachées du bas, montre l'évolution régulière de l'utilisation de cet outil Spiral par les étudiants. Et on voit au fil des ans qu'il y a une appropriation de cet outil de plus en plus importante. Les creux sont bien entendu ceux correspondant aux vacances. Il y a quelques tableaux qui montrent l'évolution exponentielle presque du nombre de fichiers qui sont développés, du nombre de QCM en ligne qui sont développés dans cet outil. Et puis cet outil a été modernisé récemment, il est encore en cours de perfectionnement, mais maintenant est utilisé depuis presque un an. Un outil d'une nouvelle génération de Spiral qui est Spiral Connect. Donc cet outil est tout à fait fondamental pour nous. Il est utilisé par 99, si ce n'est 100% des étudiants et a une amélioration très nette ces 2-3 dernières années d'appropriation par les enseignants, puisque je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais ça doit être 80% des enseignants qui utilisent cet outil. Alors, c'est considérable? Oui et non. Ça veut dire qu'il y a encore 20% des enseignants qui ne connaissent pas cet outil, donc qui sont dans le cas où j'étais il y a quelques années, ce qui est un petit peu regrettable et ce qui interroge quand même, quand on est vice-président, pourquoi est-ce que ça ne pénètre pas dans certaines couches d'enseignants, je l'ignore. À côté de cet outil important pour ICAP, il y a une activité d'évaluation des enseignements. Alors, je vous ai expliqué comment un chercheur lambda comme moi a pu découvrir cet outil pour améliorer ses enseignements. Là, les choses ont véritablement démarré quand même en 2007 pour les évaluations à Lyon 1. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas d'évaluation avant. On en faisait, avant que j'en fasse, moi, en faculté de pharmacie, dans d'autres composantes, mais c'était véritablement quelque chose d'occasionnel, de ponctuel, qui n'était vraiment pas connu. Il y a eu vraiment une accélération considérable de l'utilisation des évaluations, du développement des évaluations des enseignements à Lyon 1 depuis 1987, avec la création, l'élaboration d'une charte de l'évaluation des enseignements qui donne les droits et les devoirs et des étudiants et des enseignants et de l'administration par rapport à ces évaluations. Alors elle n'a rien d'original, c'est toujours les mêmes critères en termes d'anonymat, d'utilisation pour l'amélioration des enseignements, etc. On a également élaboré des procédures d'amélioration. Évidemment, ces évaluations n'ont qu'une utilité en soi.
il faut évidemment qu'elle soit utilisée pour chercher à améliorer les enseignements. Et donc ces procédures qui ont été élaborées permettent à l'enseignant d'utiliser le résultat de ces évaluations et de venir auprès d'ICAP chercher tous les conseils, toutes les aides nécessaires pour utiliser ces évaluations. On a créé un portail de l'évaluation, donc il y a, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, mais à l'intérieur de Spiral Connect ou parallèle à Spiral Connect, un outil, un portail pour l'évaluation qui permet donc d'être utilisé pour ça et qui permet surtout aux enseignants, et ça c'est important, d'avoir la main sur les évaluations qu'ils réalisent et doivent pouvoir les monter eux-mêmes et utiliser les outils à l'intérieur de ce portail pour en tirer les statistiques nécessaires. Évidemment, ce portail ne fait pas l'interprétation des évaluations. Ceci se fait avec les conseillers pédagogiques de Lyon 1. On a nommé également des responsables de l'évaluation dans chacune des composantes ou des départements pour les composantes qui ont plusieurs départements assez importants. Donc des responsables d'évaluation qui sont en charge de la politique d'évaluation au sein de leurs composantes ou départements et qui sont donc chargés non pas de faire les évaluations, mais de mener, de stimuler les évaluations dans chacune des composantes. Il y a une commission évaluation qui permet de tirer tous les enseignements généraux qui remontent de ces évaluations pour, je dis un terme un petit peu exagéré, parce que ce n'est pas du tout ça, mais je le dis quand même parce qu'il est politiquement correct, d'orienter la politique de Lyon 1 en matière d'évaluation. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien à Lyon 1, puisqu'il y a simplement 3 ans. Il y a simplement 3 ans, 10% des enseignements à Lyon 1 étaient évalués. Il y a 2 ans, on est monté à 50% grâce à cette politique et on a fini le contrat quadriennal il y a 1 an avec 70% des enseignements évalués Lyon. Alors, c'est un chiffre, là aussi on pourrait faire le même raisonnement à partir de ce chiffre, 70% c'est considérable, mais je sais que dans certaines universités c'est 100%. La différence qu'il y a peut-être entre les universités qui atteignent 100% des enseignements évalués et la nôtre, c'est que l'évaluation que nous réalisons à Lyon 1 est totalement volontaire de la part des enseignants. Ce sont eux qui décident d'une évaluation ou éventuellement une équipe de formation qui décide des évaluations qui seront menées. Et donc je trouve que partir de presque rien, d'avoir 10% il y a 3 ans, et arriver à 70% uniquement par le souhait des enseignants d'être évalués, ou plus exactement que leur enseignement soit évalué, je trouve que c'est quelque chose qui est satisfaisant. Alors, c'est quelque chose qui est fragile. Il reste néanmoins que ces évaluations, même si elles montent de la base, si ce sont les enseignants qui la décident, ils la décident parce qu'on les pousse un peu à la décider. Et dès qu'on relâche un tout petit peu la pression, dès qu'on ne fait pas la tournée des composantes pour rencontrer les enseignants, dès qu'il n'y a pas des appels d'ICAP pour rappeler aux gens qu'il faut faire des évaluations, les évaluations baissent tout de suite et les enseignants, malheureusement, et j'en suis un, donc je n'ai pas de honte à dire ça, dès qu'on peut s'en passer, on ne les fait plus, ces évaluations. Donc c'est un travail à long terme. La culture de l'évaluation qu'on essaye de faire passer chez nous est quelque chose qui, dans les chiffres, marche. Dans les têtes, je n'en suis pas encore complètement convaincu. Alors, on a un objectif très, très ambitieux pour le quinquennat actuel, le contrat quinquennal actuel, puisqu'on a fixé qu'à la fin du contrat quinquennal actuel, c'est-à-dire dans 4 ans, 95% des enseignements seront évalués, c'est-à-dire passer de 70% à 95%. Ça fait que 25%, c'est pas beaucoup, mais en fait, je pense que ce sont les 25% les plus difficiles. Ceux qui en ont déjà fait, plus ou moins, si on maintient la pression morale, va continuer. Les 25% restants, c'est ceux qui nous manquent
et ceux-là, on va avoir du mal à les atteindre. Mais bon, on va évaluer, ou plus exactement, on va essayer, plus exactement, mon successeur va essayer. L'autre point important dans notre politique de pédagogie ETIS à Lyon 1, ce sont les appels à projets. Alors, régulièrement, chaque année, ICAP lance des appels à projets à toute l'université et demande aux enseignants qui ont des projets pédagogiques, qui ont des projets ETIS, de se rapprocher d'ICAP, d'élaborer leur projet. Alors, beaucoup d'enseignants ne savent pas élaborer leur projet, il faut qu'ils viennent voir ICAP. Ce sont des appels à projets qui se font en 2 temps. L'idée qui vient de l'enseignant, et encore une fois, ça vient de la base, l'idée qui vient de l'enseignant, qui est mise en forme avec les gens d'ICAP, et puis un projet qui est présenté, ensuite qui est soumis au CEVU, qui retient ou non le projet. Ces projets fonctionnent bien. On a à peu près 80 projets qui sont retenus par an sur 90, une centaine qui sont présentés. On a un peu plus de 200 enseignants qui sont impliqués par an sur ces appels à projets. 200 enseignants seulement. Il y a, je n'ai plus les chiffres en tête exactement, 1600, 1700 enseignants-chercheurs, merci Patrice, à Lyon 1. 200 enseignants ont des projets pédagogiques chez nous. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, pendant mon mandat, nous n'avons pas réussi à modifier cela, malgré les appels, malgré les réunions que l'on a pu tenir, malgré la vitrine que représente ICAP avec différentes journées pédagogiques, des réunions, etc. Il y a un nombre très insuffisant d'enseignants qui sont impliqués dans la modernisation pédagogique pour rester large chez nous. C'est tout à fait insuffisant. Bien, ces appels à projets permettent de développer des ressources, d'innover dans un certain nombre de domaines. Troisième volet important pour moi, qui a été une stratégie, si j'ose dire, dans mon mandat, c'est la formation des enseignants. Alors, on a eu, me semble-t-il, moi c'est ce qu'on m'a dit, notre université a été pionnière dans ce domaine-là, puisque longtemps, même avant que je sois vice-président, on avait des journées d'accueil et de formation des nouveaux enseignants-chercheurs qui, à condition qu'ils suivent ces journées de formation initiale, permettaient d'avoir des heures de décharge d'enseignement la première année. Alors ça, c'est un outil tout à fait intéressant, puisque dès leur arrivée, les nouveaux enseignants-chercheurs rencontrent les gens d'ICAP, rencontrent beaucoup de gens, mais ils rencontrent en particulier les gens d'ICAP, et on leur met à disposition, on leur explique tous les outils qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc ça, c'est un bon point, puisqu'on peut penser ensuite qu'ils vont continuer à les utiliser. Ce n'est pas toujours le cas, mais je ne sais pas comment faire autrement. Ces heures de décharge permettent évidemment à ces enseignants donc, de participer à ces journées. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Beaucoup d'enseignants-chercheurs, dès qu'ils arrivent, je vous ai raconté mon histoire, eh bien, se sont mis devant le travail des enseignements, leur travail de recherche aussi, et ne peuvent pas bénéficier de... Enfin, ça pose des problèmes dans certaines composantes de libérer un peu moins d'un quart du temps les enseignements des nouveaux chercheurs. Mais néanmoins, c'est un outil qui est un bon appel. Et puis, à côté de ce plan initial, bien entendu, il y a un plan de formation élaboré par ICAP tout au long de l'année, hein, et des formations régulières, perpétuelles, renouvelées dans les différentes composantes, dans les différents sites de Lyon 1, sont proposées aux enseignants, et donc qui peuvent s'inscrire très facilement et suivre ces formations. C'est quelque chose qui fonctionne difficilement, il faut le reconnaître. Les enseignants n'ont pas le temps. Comment dire ?
il n'y a pas forcément une adéquation entre les formations proposées, les besoins précis de quelques enseignants particuliers. Donc on a du mal à faire fonctionner ce plan de formation. Il y a entre 250, 300 peut-être enseignants qui suivent ces formations. Alors c'est pas mal, sauf que c'est toujours le même. Voilà. Enfin, dernier point de cette planche, c'est eLearn 2. Alors eLearn 2, c'est un outil qui a été élaboré par ICAP avec Louvain. C'est un DU de formation des enseignants à l'enseignement à distance. Et ça, c'est un outil que je trouve tout à fait intéressant. Alors, la politique d'enseignement à distance à Lyon 1 est nulle. Donc, il a été demandé, est nul parce qu'on a trois enseignements à distance à Lyon 1. Pour une grosse université comme ça, c'est regrettable. Et donc, dans notre stratégie politique, je parle comme un VP, on a décidé de monter en puissance en termes d'enseignement à distance à Lyon 1. Et pour ce faire, on mise sur la formation des enseignants. Et donc, il a été créé un DU de formation des enseignants pour créer des enseignements à distance. Alors, c'est la première année, ça marche plutôt bien, me semble-t-il. Mais ça, c'est un outil sur lequel on compte beaucoup pour que les enseignants développent ces 3 minutes qui me restent, ou j'ai dépassé les 3 minutes? Je dépasse légèrement, mais je dépasse 3 minutes. Alors, je conclue. Bon, voilà, je finis sur cet outil. Bon, je peux laisser cette dernière diapositive pour en arriver à ma conclusion. La conclusion, elle porte sur 4 points. Ce que j'ai observé pour faire fonctionner une politique pédagogie ITIS dans notre université, je ne sais pas si c'est valable partout ailleurs, c'est qu'il faut que ça vienne de la base. C'est d'abord du désir, du besoin des enseignants que les choses peuvent fonctionner. C'est pas, me semble-t-il, en allant vers eux, en leur disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que vous devez fonctionner, que les enseignants, qui sont une race un petit peu particulière, vont fonctionner. En revanche, s'il ne faut pas que nous soyons proactifs, si je veux dire, il faut que nous soyons réactifs, c'est-à-dire que tout besoin, toute demande, toute particularité d'un enseignant doit être prise en compte, si elle est recevable, bien entendu, si elle est réalisable, bien entendu, et qu'on se mette à leur service. Ça, c'est tout à fait important. Quand ce besoin est exprimé, quand ce besoin a été reçu, il ne faut pas réaliser la demande à la place des enseignants. Et ça, c'est une demande que j'ai toujours eu à cœur de dire. Ce n'est pas à ICAP de faire le boulot pour les enseignants, c'est aux enseignants d'être accompagnés par ICAP pour réaliser leur projet pédagogique. Et ça, c'est tout à fait important. Les enseignants qui viennent nous voir avec une idée tout à fait intéressante, qui nous donnent l'idée et puis qui nous disent je reviens dans 6 mois quand vous aurez fini, ça ne fonctionne pas. Donc ça, on ne prend pas. Autre point sur lequel j'ai été tout à fait attentif durant ce mandat, c'est qu'il n'y a pas de locomotive sans wagon. Quand je suis arrivé, il y avait un certain nombre de composantes qui fonctionnaient très très bien dans différents domaines, notamment les évaluations, mais dans d'autres domaines de développement, etc., de pédagogie. Et puis, tout un tas d'autres composantes où il ne se passait rien. Et on m'avait dit, mais c'est pas grave, il y a une locomotive, les autres vont suivre. C'est pas vrai, les autres ne vont pas suivre. Et en tant que vice-président, c'est absolument insupportable qu'il y ait des composantes qui fonctionnent extrêmement bien et d'autres qui ne suivent pas. Je vous disais tout à l'heure, c'est un exemple, pour les évaluations, il y a 4 ans, 10% des enseignements étaient évalués. Ça veut dire qu'il y avait 2 composantes qui fonctionnaient, 80%, les autres ne fonctionnaient pas. On est maintenant à 80% des composantes qui font un travail dans ce domaine-là. Et je voulais que ça soit partout pareil. Et enfin, dernier mot, la vice-présidence, ça n'est qu'un titre qui ne représente rien. Avec les appels à projets, j'en finis là, avec les appels à projets, lorsque le projet est réalisé, abouti,
il est demandé aux enseignants, pour lesquels le projet a été réalisé, de faire un petit compte-rendu qui permet d'expliquer comment ça s'est passé, quels bénéfices ils en retirent. Un certain nombre d'enseignants ne souhaitent pas répondre à ce bilan, si vous voulez. Et donc, j'ai pris ma casquette de VP et j'ai téléphoné directement à un certain nombre de ces enseignants qui ne voulaient pas donner leur bilan. Et donc, je les ai appelés en disant « Allô, Patrick Boiron, vice-président du CEVU, je vous appelle à propos de votre appel à projet. Qui ça ?» Patrick Boiron, vice-président, ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça veut dire que, en clair, si je simplifie, tout ce qui descend comme ça d'en haut, de manière un petit peu directe, un petit peu formalisée, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est rencontrer les gens, voir les gens, les persuader, mais les directives qui viennent même d'un vice-président, c'est quand même assez haut placé dans la hiérarchie de l'université. Excusez-moi, mais les enseignants ne connaissent pas. Ce n'est pas leur problème. Il faut de la persuasion, il faut de la persévérance, et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Merci. Donc, merci pour cet exposé qui, du coup, a très bien rempli son rôle, puisque tu as fait tout à fait le lien entre le désir d'enseignant, la réflexion pédagogique qui commence par une simple réflexion sur l'évaluation et qui t'amène jusqu'à ta fonction, et un bilan modeste, mais on connaît tous l'avancée de Lyon 1 sur le sujet et le travail qui a été fait. Donc, je te remercie encore pour ce témoignage. Merci. Bien. Donc je vais poursuivre sur un exercice qui me dépasse toujours simple, qui est de faire le bilan et la stratégie du NICIEL. Donc, Maxime, tu me diras pour la gestion du temps par rapport à ça. Alors, je vais commencer par quelque chose, c'est de préciser que, en termes de bilan, l'année 2011 est une année un peu particulière, puisque c'est une année de transition. Une année de transition au sens où la MINES, la Mission pour l'enseignement supérieur du numérique, nous a clairement réorienté et affiché un nouveau rôle dans le rôle des UNT, qui était, on avait un rôle traditionnel de production des ressources numériques, qui nous avait été confié à la suite des campus numériques, et dans les années 2003-2004, et qui s'est traduit par tout le résultat qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire tous les contenus, tous les sites, toutes les ressources initiales qui existent. Et clairement, il y a une réorientation très claire qui était celle de développer les usages. Ce n'était pas notre rôle premier, c'est la nouvelle réorientation. Cette nouvelle réorientation, elle tombe plutôt bien pour Uniciel, puisque dès le départ, il y avait une réflexion sur les usages, sur la pédagogie, la mise en œuvre des ressources. On ne s'est jamais pensé comme des producteurs de ressources, et ce, depuis la mise en œuvre d'université en ligne, mais comme producteurs de ressources dans un contexte donné, dans un scénario pédagogique. Donc ça nous va plutôt bien. N'empêche qu'on peut le noter, on est sur une action qui nous change un peu notre rôle et notre mission première, avec cette finalité à la fois de production, mais aussi de développement des usages. Ça, c'est le premier point. Le premier point de fond, nouvelle réorientation. Le second point, il est tout simplement lié au fait que je succède à Monique Van Vogel suite à son départ en retraite. Alors, rassurez-vous, Monique est toujours avec nous sur la composante internationale et elle interviendra la journée. Mais voilà, historiquement, c'est un point important, c'est une étape importante. Monique, avec d'autres personnes dans Uniciel, a vraiment porté depuis le début Uniciel au travers d'une longue tradition liée à l'université en ligne, etc. Et quelque part, le fait qu'elle soit plus à la barre, c'est plus si simple et il faut gérer. Voilà, donc année de transition pour 2011. Pour ce qui est de la stratégie, je dirais que c'est à la fois une stratégie dans une continuité, dans un changement, et je vais m'expliciter sur le sujet.
Alors, stratégie dans une continuité, on a toujours eu comme cible les usagers, pour simplifier. Notre cible, ce n'est pas un enseignant qui voudrait produire un contenu pour lui-même, qui l'utiliserait que pour lui-même dans un coin. Notre cible, c'est bien sûr un contenu qui puisse être mutualisé pour l'ensemble des autres enseignants. On est toujours là-dessus. Et donc, la première cible qu'on vise, c'est celle des étudiants. Alors, viser la cible des étudiants, c'est pas si simple que ça, puisque ça veut dire que les étudiants accèdent aux ressources. Pour accéder aux ressources, il ne suffit pas de les mettre en ligne, évidemment. Donc, le travail qu'on a fait au-delà de la mise en ligne dans un site, etc., du développement d'un moteur de recherche, etc., c'était d'essayer de pousser les ressources vers les étudiants. Et on sait, et on aura un témoignage cet après-midi au niveau des attentes des étudiants, que malheureusement, pour un grand nombre d'étudiants, il n'y a pas forcément une démarche de recherche structurée par rapport aux ressources. Souvent, ils se limitent aux premières ressources qu'ils trouvent. Donc l'idée, c'est d'amener les ressources au plus près des étudiants. C'est aussi un travail qu'on a fait au travers d'une enquête et d'une analyse sur le sujet. Donc l'idée était très simple. Où sont les étudiants aujourd'hui sur le net? Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, on a commencé à réfléchir à ça et on a été les premiers à développer la notion de réseau social pour les étudiants, Uniciel. Il y a 2 ans, on l'a mis en œuvre, on a fonctionné. Et on arrivait à des scores intéressants, mais qui nous posaient encore la problématique d'augmenter le nombre d'étudiants et le nombre de contacts et d'usages dans notre réseau. Et là, on a fait le choix de se dire, il faut aller encore plus loin, il faut aller encore plus près, il faut s'associer à d'autres réseaux qui sont déjà en cours, qui ont déjà d'autres étudiants, qui ont déjà une dynamique existante, pour renforcer, démultiplier la dynamique existante. Et c'est ce qu'on a fait en s'associant avec BIBAC, dont on va parler aussi tout à l'heure, par rapport à ça. Donc, être au plus près des étudiants, être au plus près de leurs pratiques et s'associer à leur réseau. C'était l'idée. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est tout l'aspect stratégique qu'on commence à mettre en œuvre à ce niveau-là. Donc on a commencé, je laisserai la primeur des chiffres à Maxime et aux personnes de BIBAC, mais c'est déjà assez impressionnant en termes d'usage spontané. Ça, c'est le premier point. Le second point est, au-delà de simple réseau, du travail de réseautage autour des réseaux sociaux, il faut aussi faire un peu d'agit-prop, un peu de contact, un petit peu de bruit, de buzz, comme on dit maintenant. Et donc là, l'idée, c'est d'organiser régulièrement des événements. Par exemple, on a Blogosciences qu'on vient de lancer. Blogosciences, c'est... on demande à des étudiants de faire un blog sur une question scientifique avec un concours, avec de l'argent, pour pouvoir les inciter à développer des choses. Et ça, on le diffuse au travers des établissements. D'ailleurs, Maxime vous a préparé tous les flyers avant que vous repartiez, pour les prendre sur le sujet. Donc c'est vraiment cette idée de, au-delà de la mise à disposition et au-delà de la présence sur les réseaux, faire du contact, faire de la présence et montrer qu'Uniciel existe et qu'Uniciel peut être intéressant. Voilà. On a évidemment du coup tout un travail d'animation, de présence sur l'ensemble des réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Knuptex, etc., mais aussi YouTube, etc., Dailymotion, tout un ensemble de présence sur les réseaux. Toujours pareil, avec l'idée que rentrer en contact avec l'étudiant, lui montrer l'intérêt d'Uniciel, lui montrer l'intérêt des ressources pour son usage, pour son travail. On a aussi toute une production liée à la vidéo avec une notion de web TV scientifique qui se développe pas mal puisque c'est un média qui plaît bien et qui est assez efficace pour passer nos informations. On a Uniciel Hebdo, on a Uniciel Select, on a Kesako, un certain nombre d'éléments très intéressants et assez pertinents. Je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à les regarder, ils fonctionnent très très bien. Ce qui nous permet du coup d'envisager des partenariats avec des personnes qui diffusent la culture scientifique de façon large, et donc d'élargir à nouveau notre cible et notre surface de contact par rapport à l'information sur Uniciel et par rapport aux ressources Uniciel, donc à vos ressources. Donc ça peut être des personnes aussi diverses qu'Universcience ou Futura Science, etc. Différents réseaux que du coup on alimente, mais aussi par exemple le site de l'étudiant.fr en tant que tel. Dans le cadre de cette réflexion par rapport aux étudiants, on a évidemment une réflexion aussi avec les étudiants, c'est-à-dire avec l'AFNEUS, l'Association des étudiants scientifiques, de réflexion sur l'usage, qu'est-ce qu'ils attendent, hein, parce que c'est bien de penser pour eux, c'est encore mieux de les écouter sur leurs besoins. On n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, mais c'est intéressant de discuter. Et on s'aperçoit aussi qu'ils ont une capacité à se prendre en main de façon très forte. On a été interpellés. Moi, je me souviens très bien de ce rendez-vous, c'était très intéressant. On nous disait, on va monter un portail, et dans ce portail, on aura une composante formation.
Donc c'était intéressant et donc on nous a demandé de nous associer dans la réflexion pour le portail. Donc ça c'est aussi important me semble-t-il. Donc cette idée d'être au plus près des étudiants et au plus près des étudiants aussi en travaillant avec eux par rapport à leurs besoins et à leurs demandes. Voilà. Donc ça c'est le premier paramètre, c'est le premier axe. C'est une politique qu'on a initiée il y a environ 2 ans de façon structurée qui commence à porter ses fruits et qu'on continue à redévelopper tel que je vous l'ai dit, notamment avec l'évolution du réseau social. La deuxième cible au niveau du NICIEL, en termes stratégiques, c'est évidemment les enseignants. Alors pourquoi les enseignants? Parce que tout simplement, ce sont les gens qui produisent les ressources pédagogiques. Et au niveau de la production des ressources pédagogiques, UNICIEL a toujours eu une politique très structurée de production de ressources pédagogiques dans lequel on demande évidemment à l'enseignant d'être volontaire, comme dans un appel d'offres pour Lyon 1 par exemple, mais on lui demande aussi de faire l'effort de se mettre dans une position un petit peu particulière qui est celle d'une volonté de mutualisation. C'est-à-dire qu'on lui demande à la fois de dire « je voudrais développer une ressource, voilà tel type de ressource que je voudrais développer, mais je voudrais aussi que cette ressource puisse être réutilisée dans d'autres cadres. » Et donc être d'accord avec nous sur le fait que cette ressource puisse être réutilisée. Être réutilisée, ça veut dire par exemple produire de façon structurée. Produire de façon structurée, de façon à ce qu'il y ait une interopérabilité, qu'un autre enseignant puisse reprendre une partie, un morceau du cours, le réagréger, en construire un autre. Être structuré, c'est aussi par exemple ne pas refaire quelque chose qui existe. Donc vérifier que la chose existe et pour ça indexer correctement son document et donc on participe à l'indexation du document de ce point de vue-là. Donc l'idée, c'est d'aider l'enseignant à produire un document qui ira au-delà de son usage et qui sera valorisé de façon beaucoup plus forte. C'est le principe de base pour UNICIEL. Et donc ça nous emmène à développer toute une politique liée à l'indexation pour le repérage des ressources et liée à la structuration des documents et à des aspects technologiques que je passe qui nous permettent du coup de pouvoir reproduire, maintenir facilement l'ensemble de ces documents. C'est important au niveau des enseignants, mais on s'aperçoit, comme Patrick l'a dit, qu'un enseignant ne réfléchit pas simplement en termes de « je veux produire un document », mais il réfléchit aussi en termes de « j'ai un problème, j'ai un questionnement, je voudrais bien le résoudre ». Et donc, il nous a semblé important, puisque c'est des choses qui se pratiquaient un peu spontanément, de commencer à structurer un peu plus une réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut apporter aux enseignants en termes de mutualisation, en termes de pratiques, d'échange de pratiques, en termes de trucs et astuces, pourquoi pas, par rapport à une problématique. Donc, je reprends l'exemple qui nous a été donné par Patrick. Une réflexion sur comment j'évalue, etc., elle peut être partagée. Si elle est partagée entre plusieurs établissements, elle peut être encore plus riche, parce que du coup, l'effet de benchmark, en fait, d'analyse des pratiques des autres, nous permet d'avancer plus vite. Donc l'idée, c'est aussi de commencer à réfléchir sur que peut-on apporter à l'enseignant par rapport à ces problèmes du quotidien. Et ces problèmes du quotidien, on les connaît bien. Tu l'as évoqué, hein, la rencontre avec les difficultés du premier cycle ne sont pas toujours très simples. Il y a de plus en plus d'écarts, des fois au niveau des valeurs entre les étudiants et les enseignants sur un certain nombre de sujets, notamment le rapport à la science, c'est pas toujours très simple. Le rapport au travail qui est différent. Hein. Je ne vais pas aller sur ce qui se dit à nouveau sur les générations Y et autres, mais en tout cas, il y a un travail à faire sur le sujet. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter aux enseignants des échanges, des informations sur le sujet, en se situant non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue à la fois théorique et pragmatique, c'est-à-dire aussi qui apporte des réponses au quotidien, pas simplement des aspects de recherche brute ou de coffre. Donc on commence aussi à réfléchir à des partenariats, et je fais un appel au peuple sur le sujet, d'ailleurs, j'en profite, autour de réflexions sur la didactique de nos sciences, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect stratégique au niveau du NICIEL, au niveau des enseignants, où on a toujours notre pratique coordonnée, structurée, d'appui aux enseignants pour une production mutualisée. On a par contre une évolution par rapport à que peut-on apporter comme service et comme appui à l'enseignant pour l'aider au quotidien. L'autre volet qu'on développe, c'est un appui au projet. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de projets qui sont déposés et qui ont du mal à être réalisés, qui ont du mal à se terminer en temps et en heure. Et on peut le comprendre, puisque en tant qu'enseignant, on est tous soumis aux mêmes contraintes. Donc la pression recherche qui devient très très forte, avec les évaluations RS, etc. sur nous, fait que certains sont coincés, certains sont obligés de laisser tomber un projet en cours de route parce qu'on les rappelle un peu à l'ordre dans leur labo, hein, par rapport aux priorités. D'autre part, la complexité de la mise en œuvre de la LRU
commence à nous frapper de plein fouet. Hein. Je ne vous parle pas des problèmes de conventionnement, des problèmes de financement, de budgets qui ne sont pas consommés à telle époque qui disparaissent, etc., etc. Ce qui fait que pour un simple enseignant qui avait un projet de mutualisation, il se retrouve avec une charge administrative et de gestion de projet assez lourde, tout simplement. Donc pas toujours très simple à gérer. Donc là aussi, on a décidé d'appuyer les projets en faisant un suivi de projet depuis le départ, par une formalisation un peu forte du projet et en appuyant les projets systématiquement et en essayant de prendre sur nous une partie de la charge de travail induite par ces aspects administratifs et de collaboration avec les établissements et en essayant de créer des bonnes pratiques avec les établissements et au moins de se connaître, hein, tout simplement. Donc c'est malheureusement la réalité qui est la nôtre. En tant qu'enseignant-chercheur, on est de plus en plus sollicité sur des champs extrêmement variés, dans une complexité organisationnelle qui n'est pas simple en fonction des évolutions, etc. Je ne parle pas des universités qui fusionnent, des composantes qui bougent, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'appuyer les enseignants sur cet aspect-là. Les premiers retours sont relativement positifs sur le sujet. C'est Marie et Maxime qui s'occupent de ce travail de base. Et a priori, au début, je leur ai dit, vous allez voir, ça va être un peu dur, on va croire que ça va être de l'ingérence, mais non, on a des retours plutôt positifs sur le sujet. Ça, c'était pour le volet enseignant. Pour la partie, on a une autre composante qui est apparue et qui, du coup, est apparue d'autant plus fortement avec l'évolution et avec l'autonomie des universités, c'est la composante établissement. Pendant longtemps, au niveau d'Uniciel, certes, on avait la composante établissement, mais souvent représentée par un enseignant militant, par un service structuré sur le sujet, et qui était porteur et qui entraînait les autres. Ce que Patrick disait, hein, c'est-à-dire celui qui fait, et du coup, on avait la locomotive, on n'avait pas forcément les wagons en tant que tels, mais ça fonctionnait bien, ça tournait bien. On s'aperçoit de plus en plus que les établissements se posent des questions par rapport à l'utilité des UNT, tout simplement, en disant une université numérique thématique, est-ce que c'est pertinent pour nous? Est-ce que c'est intéressant? On adhère à plusieurs UNT, ça commence à faire un budget, on a des problèmes de budget, etc. Alors quand c'était une composante qui avait beaucoup de budget, ça allait bien, mais les composantes ont de moins en moins de budget sur le sujet. Quand c'était un service, là aussi, problème budgétaire. Et donc on est interpellé sur êtes-vous vraiment utile et qu'apportez-vous à l'établissement? Non plus à l'enseignant, hein, non plus à l'étudiant en direct, mais qu'est-ce que vous apportez à l'établissement? Donc l'idée, c'était de travailler aussi, bien sûr, sur cette composante établissement. Et là, l'idée, c'était de dire, ce qu'on peut apporter au niveau d'Uniciel, c'est à la fois, bien sûr, notre contenu structuré pour des usages, j'en reparlais, mais c'est aussi, évidemment, des services et un appui aux enseignants. Notamment pourquoi? Parce qu'on a une réflexion, notamment sur la lutte contre l'échec, on a une réflexion sur un certain nombre de choses, et on s'est dit, on pouvait... Alors, les premières pistes d'action sont la réflexion autour de la notion de pédagothèque. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de pédagothèque? C'est une notion très très simple, c'est de dire, pour un établissement, on peut vous aider à mettre en place, autour de votre cursus, le lien entre votre cursus, vos unités d'enseignement, vos unités de valeur et nos contenus. C'est-à-dire, vous pouvez voir tout à fait quels sont les documents qu'on peut vous mettre à disposition qui peuvent être en appui de votre enseignement. Donc ça, c'est un premier point. Ça permet de répondre à quoi sert une unité? À avoir des éléments de soutien. Autour de ça, on leur a proposé que ces ressources articulées au niveau des enseignements, elles puissent être mises à disposition des étudiants pour un premier niveau, simplement, de complément de cours de façon structurée. Et ça, on sait qu'on a un premier usage. Le second usage qu'on essaye de voir et de développer avec les établissements, c'est de dire, passons au-delà des étudiants et travaillons avec les enseignants, et travaillons ensemble avec les enseignants sur l'adéquation des ressources qu'on a mis en place avec leur contenu de façon plus forte et de façon plus structurée, de façon à ce que les enseignants les prescrivent comme actions complémentaires. Et pourquoi pas, en repartant sur des expériences qu'on a pu voir notamment à Bordeaux 1, sur le fait que l'enseignant les intègre comme des parcours complémentaires à son propre enseignement pour des élèves qui auraient une difficulté particulière ou sur une typologie de difficulté particulière donnée. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 niveaux. Premier niveau, mise à disposition des étudiants. Deuxième niveau, mise à disposition des enseignants avec un travail avec les enseignants. Troisième niveau, intégration dans le cursus des enseignants. Vraiment avec 3 niveaux de difficulté. Donc ça, c'est le premier service qu'on essaie de rendre aux établissements. Le second service, il est lié de façon plus générale à la notion de prérequis de bilan positionnement, avec notamment l'impact que va avoir sur nous la réforme du baccalauréat, simplement, notamment baccalauréat scientifique, sur nous, tout simplement. Donc, nouvelle réforme, nouvelle manière d'enseigner, nouveau programme, on va largement parler cet après-midi. Alors, on avait commencé à avoir des initiatives d'établissement, Lille 1, à l'Université de technologie de Troyes, etc., sur le sujet. Et l'idée, ça a été de reprendre un peu ça et de le systématiser. L'idée, c'est de dire,
on va tous être impactés en septembre 2013 par ce nouveau programme. Les collègues commencent à regarder, mais n'ont pas forcément une information structurée. Quelquefois, cette information est un peu polémique à agir. Donc l'idée, c'est d'arriver avec un premier niveau d'information et de sensibilisation sur ce qu'est le nouveau programme, ce qu'est la réforme, ce qu'elle va entraîner comme perception, comme changement, comme manière d'appréhender les prérequis. Donc ça, c'est le premier niveau, et ça, évidemment, on peut le mutualiser entre les établissements, et du coup aussi faire des temps d'information et de sensibilisation aux établissements. Donc la journée d'aujourd'hui est une avant-première sur le sujet, notamment. Le second niveau, une fois qu'on a fait l'information et la sensibilisation par rapport au changement, c'est de dire comment peut-on anticiper ce changement concrètement et comment peut-on l'intégrer et le gérer. Et donc là, l'idée est vraiment de dire, eh bien, on va tout simplement faire une banque de tests positionnement mutualisée, c'est-à-dire que chaque établissement va participer à la conception d'une banque nationale dans laquelle chacun pourra reprendre les éléments qui l'intéressent pour vérifier les prérequis qui lui semblent nécessaires par rapport au suivi de son enseignement. Et donc d'avoir, dès le départ, une première photo du niveau des étudiants pour par la suite pouvoir mettre en place une stratégie par rapport à cet écart possible ou pas possible. Sachant qu'on a un petit peu de temps, puisqu'on commence en septembre 2013, mais évidemment que la réforme, étant initiée par les enseignants du lycée, ne sera pas totalement, complètement aboutie. Il y aura encore un mixte de pratiques pédagogiques au niveau du lycée, donc on va avancer au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est d'offrir aux établissements un système de bilan positionnement dans lequel ils peuvent choisir les éléments qui les intéressent pour pouvoir situer le niveau de leurs étudiants et par la suite mettre en place des plans d'action par rapport à ça. Évidemment, dans ces plans d'action, la préconisation de ressources numériques peut être un atout, mais simplement un atout parmi d'autres. Il peut y avoir plein d'autres stratégies par rapport à ça. Ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'on aura initié ce mouvement, les établissements travailleront de façon plus coordonnée et mutualisée sur ces notions de vérification des prérequis et éventuellement de remédiation sur le sujet, en bénéficiant de la base qui pourrait s'enrichir et passer du L0 au L1 au L2, etc., et ainsi de suite, jusqu'au L3 qui pose le problème et qui pourrait par exemple être utilisé dans le cadre de réorientation pour les licences notamment. Comme je déborde un peu, je vais être assez rapide. Il y a aussi un autre aspect sur lequel on a été interpellé par un ou deux établissements et qui correspondait à une ancienne expérience. C'était aussi de se dire qu'on avait un contenu très structuré sur le premier cycle scientifique et que du coup on pouvait en faire un contenu pour des étudiants empêchés, des étudiants salariés, entre guillemets, c'est-à-dire pour des étudiants qui avaient une problématique où ils ne pouvaient pas être en présence en permanence. Et donc d'offrir aux établissements ou de travailler avec eux à une conception de centre ressources, quelque part, qui permettra à des étudiants, entre guillemets, qui ne pourraient pas être présents, de pouvoir assister à toute ou partie du cursus sous forme de centre ressources, entre guillemets. Donc au niveau, en bénéficiant bien sûr de l'apport d'une université en ligne. Mais puisqu'on a cette capacité, on a aussi une capacité à mettre en place des formations hybrides. Patrick, tu évoquais le développement de formations à distance sur le sujet. Eh bien, puisqu'on a cette capacité, on peut aussi aller plus loin sur ces éléments-là pour offrir des formations hybrides ou pourquoi pas à distance, à réfléchir avec les différentes composantes ou participer avec les composantes qui sont déjà les acteurs du sujet sur ce sujet. Voilà, je voulais vous adresser rapidement ces éléments pour vous brosser un peu le tableau de la stratégie initiale. Et je vais passer du coup la parole à Maxime pour faire la suite avec des choses plus concrètes. Vous avez vu un titre évocateur, plein de suspense peut-être. Quoi de neuf Uniciel? Alors, à travers cette présentation, on va essayer de préciser quelques petits aspects que Manuel a précisés de manière stratégique. Alors, comment ça se déroule dans le concret? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et surtout depuis quelques mois? C'est ce que je vais vous présenter là, notamment par rapport au nouveau site. À côté de moi, vous avez Samy Labidi, avec qui vous pourrez discuter, qui est le PDG de Bibac, on peut dire ça comme ça, voilà. Et notamment la société Bichannel, avec qui on est en partenariat et avec qui on a développé le nouveau site et tout ce qui est aspect chaîne et réseaux sociaux. Alors, je reprécise un peu ce qui a été dit par Manuel. En fait,
Uniciel entreprend une nouvelle démarche au niveau de la diffusion des ressources, c'est être centré sur l'animation et le soutien aux établissements, aux enseignants et aux étudiants. Alors dit comme ça fait peut-être très pompeux. En fait, c'est vraiment notre volonté. Au niveau des étudiants et des enseignants, bien, on va vous en parler à travers notamment le nouveau site, mais c'est aussi le fait d'accompagner chaque enseignant dans leur projet, leur montrer ce qu'on peut faire, et également intéresser les étudiants au numérique, parce qu'en général, quand on intéresse les étudiants au numérique, les enseignants également vont s'y intéresser plus proprement. Être là où sont les étudiants, c'est peut-être là l'évolution ou même la révolution au niveau d'Uniciel. Comme Manuel l'a dit, il y a 2 ans, on avait lancé un réseau social sous Elg, qui marchait correctement. Maintenant, on a compris que la vocation d'Uniciel n'était pas non plus de développer de l'outil, de développer un site, il y en a déjà tellement. Le principe, c'est d'aller là où sont les étudiants, et les étudiants sont sur des réseaux sociaux alors, très différents. Celui qu'on connaît le plus, qu'on cite tout le temps et qui est aussi très polémique en général, c'est Facebook. Donc j'en parlerai un petit peu après. Et puis vous en avez plein d'autres, dont un qui est Bibac, qui est un réseau social pédagogique. L'idée aussi, c'est de favoriser les échanges. Alors sur l'ancien site, vous aviez possibilité d'avoir des forums, des échanges, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que parfois, c'était peut-être pas si intuitif que ça. On a voulu simplifier tout ça pour que finalement, il y ait eu un échange de questions-réponses entre étudiants, enseignants, communautés, et que très vite, on puisse arriver à une réponse en cas de demande express. Alors, c'est ce qui va se passer notamment sur Bibac. Alors, je laisserai le soin à Samy de présenter Bibac juste après et comment ça fonctionne. On va se concentrer, nous, sur autre chose. Alors, le nouveau site. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on parle de quoi? En fait, la nouveauté, c'est que quand vous allez sur uniciel.fr, vous n'avez quasiment qu'une page. Alors, je vous montre tout de suite. Hop. Voilà, donc vous arrivez maintenant sur cette nouvelle page. Alors, vous avez vu, les nuages ont disparu. Alors certains aimaient beaucoup les nuages et le ciel bleu. Bon, désolé pour ceux qui ont ce petit regret. Je sais que Monique aimait beaucoup. Donc, on est passé à une charte graphique beaucoup plus épurée, beaucoup plus moderne par rapport à ça. Alors, les nuages avaient leur côté moderne il y a 2 ans. On a voulu changer un petit peu ça. Et en fait, ce que vous allez retrouver, c'est en dessous de l'aspect chaîne. Donc vous voyez au-dessus, là, avec le carrousel, où on va aller accéder aux ressources. Vous allez avoir en dessous plusieurs rubriques qui peuvent bouger de façon très rapide, donc côté très dynamique, avec l'actualité. Alors vous voyez, l'actualité en ce moment, c'est évidemment le nouveau site, le concours Blogosciences. Je vais enfoncer le clou jusqu'au bout. Et vous savez comme je suis tenace par rapport à ça. Donc au niveau des établissements, on aura l'occasion d'en discuter. Vous avez également à travers ici cette rubrique toile de diffusion Uniciel, l'ensemble de notre réseau de diffusion. Alors, quand je dis réseau de diffusion, on peut y aller. Hop. Voilà, vous avez ici une sorte de petite tablette qui vous donne tous les réseaux dans lesquels Uniciel a une chaîne. Alors, par exemple, si je vous parle de la vidéo, voilà, vous avez Vimeo, Watt, Dailymotion, YouTube, Canalu, Universcience.tv. Donc, ce sont toutes des plateformes vidéo où on s'est dit, mais de toute façon, c'est là où sont les étudiants. Je vous donnerai quelques chiffres, notamment par rapport à YouTube, où c'est une chaîne qu'on utilise autant que Canalu, bien sûr, et Universcience.tv également, qui est un partenaire scientifique. Vous retrouverez également tous les réseaux sociaux généraux, Twitter, Facebook, LinkedIn. D'ailleurs, si vous voulez interagir sur Twitter, rejoignez-nous déjà sur le hashtag Uniciel12. Et puis, les réseaux sociaux scientifiques. Alors, Bibac, on va en parler après, donc je ne vais pas insister. Notex également, qui est un réseau plus culture scientifique, où on va avoir pas mal d'échanges du côté journalisme scientifique, et j'en passe. Alors, si je reviens un peu, vous avez aussi toutes les actions à l'international. On parle de SAM, Télé 2 Sciences, Uniciel Select, je vais aborder dans un instant. La petite nouveauté également, c'est le bloc pédagogie. En fait, on s'est dit que faire une entrée où il va y avoir toute l'actualité par rapport à la pédagogie, les actions d'Uniciel, la sensibilisation aux nouveaux programmes, et notamment les actions menées en force par Sophie
et Marie, Sophie Géquier, Université de Bordeaux, et Marie-Pétard Longo, au niveau des interviews même de certains enseignants ou certaines personnes qui ont été intervenues sur le nouveau programme. Ce serait intéressant de l'avoir à travers le blog pédagogie. Et puis l'aspect groupe. Alors, vous aviez les groupes dans Uniciel 2, l'ancien site, vous aurez les groupes dans Uniciel 3, mais sous une nouvelle forme. Les groupes arrivent à partir de lundi prochain. C'est ça, Voilà. une grosse semaine. Donc avec une nouvelle mouture beaucoup plus conviviale. Je reviens à la présentation. Alors, nouvelle lettre d'info également, vous l'avez peut-être reçue. Alors, si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à aller sur le site, inscrivez-vous. En 3 clics, vous aurez les news unicielles très régulières. Le côté accessible également du site et des newsletters. On est à l'ère du smartphone, donc vous pouvez recevoir, tout est adapté pour ça. Je parle un petit peu également de la communication qu'on fait. L'idée, c'est de faire... Alors, le mot moderne actuellement, c'est de faire du buzz. Alors là, c'est un peu le cas également. On est présent sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit. On essaie d'être présent dans les établissements. Alors c'est un peu plus concret parce qu'on va se déplacer. Alors si vous nous voyez arriver dans vos établissements cette année, n'hésitez pas à nous demander sur quoi vous voulez qu'on insiste, si vous voulez qu'on intervienne par rapport à tel ou type d'enseignant ou d'étudiant. On sera une joie de se déplacer avec Manuel en général et Marie qui me dit non, mais Marie. Les nouveaux partenariats. Alors Manuel en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces partenaires? L'étudiant.fr, c'est un site que vous devez connaître, déjà un gros groupe de presse, mais depuis pas longtemps, en fait, ils ont créé ce qu'on appelle la boîte ad hoc sur leur site qui permet d'avoir des ressources pédagogiques de partenaires de qualité dont on fait partie maintenant. Futurascience.com, là c'est pareil, c'est un gros site d'actualité scientifique avec plusieurs millions de visiteurs par mois. Là également, le premier aspect, c'est un aspect com, un aspect journalistique. Et le deuxième aspect, c'est la diffusion à partir de juin des séries Quesaco et Physique à main levée, qui sont actuellement les 2 séries de culture scientifique qu'Uniciel développe en majorité. Ensuite, 2 autres instances. Alors l'AFNEUS, vous aurez la joie d'écouter Guilhem, qui est le président de l'AFNEUS, donc de la Fédération nationale des associations des étudiants scientifiques. C'est pas loin? C'est pas loin. Alors, là, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les étudiants. Ça fait maintenant 2 ans où on discute avec Amélie, l'ex-présidente, et maintenant Guilhem, sur les actions qu'on peut mener. C'est bien de discuter entre nous sur qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Les étudiants, ils sont branchés sur ça et ça. Nous, on s'est dit, autant aller les voir et qu'eux nous disent également qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui ne va pas, même sur le site. Et on est prêt à changer et à se dire, voilà, on va s'améliorer par rapport à tel ou tel aspect. C'est aussi un projet qu'on cherche à mener en 2012. C'est notamment la création de fiches de synthèse par la communauté. Alors, il ne s'agit pas de ressources labellisées Uniciel en tant que telles, on a bien précisé la différence, mais c'est de soutenir cette action étudiante avec BIBAC, avec l'AFNEUS, avec Uniciel, pour faire en sorte que les fiches de synthèse qui sont un besoin, dont Guilhem m'en parlera tout à l'heure, puissent être créées par la communauté, et qu'en fait il y a un aspect un peu wiki, permettant d'avoir des fiches sous un certain modèle. Et enfin, on est en train d'établir un partenariat avec l'ONICEP sur tout ce qui est aspect fiches et vidéos de métier. Vous connaissez l'ONICEP sous cette structure-là. Il y a également le site Vocascience qui est avec l'Université de Poitiers, l'Université de Paris, alors je ne sais jamais si c'est Paris 11, Paris Sud-Orsay, voilà, vous distinguerez, vous demanderez à Isabelle Ramad, et l'ONICEP. Donc vous avez l'ensemble des fiches métiers sur les métiers scientifiques. Donc là également, Uniciel intervient. Alors, je ne vous refais pas le tour, hein. Voilà un peu, en les grandes lignes, la toile de diffusion d'Uniciel. Donc les réseaux sociaux généraux, les chaînes vidéo. Alors, je précise juste un aspect sur les chaînes vidéo. Par exemple, YouTube, on est à 700 000 vues depuis qu'on a créé la chaîne depuis 1 an à peu près. Et les derniers chiffres montrent à peu près entre 85 et 90 000 vues par mois sur notre chaîne. Des ressources comme Quesaco ou Physique à main levée, qui est une série qui plaît pas mal. Uniciel Hebdo, alors vous la recevez peut-être, enfin vous la receviez peut-être. J'avoue qu'il y a une petite pause depuis qu'on a bouleversé un peu le site. Uniciel Hebdo, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont 2 rubriques, Uniciel Select et Télé 2 Sciences. Télé 2 Sciences, en fait, c'est ce que Manuel appelait Web TV, peut-être un peu à tort. C'est un projet de Web TV qui a été un peu adapté
sous une forme newsletter TV. En fait, l'idée, c'est de mettre en valeur 3 documentaires de culture scientifique auxquels on a associé des ressources pédagogiques d'Uniciel pour aller plus loin, pour poursuivre un peu le côté pédagogique du documentaire. Donc, en général, les sources de ces documentaires, c'est Universcience, qui a une web TV, Canalu également, et puis certaines vidéos d'Uniciel comme Quesaco, Physique à main levée ou d'autres séries. Uniciel Select, alors là, c'est vraiment le JT des ressources. Donc, vous verrez souvent ma tête, c'est moi le présentateur, mais l'idée, c'est de mettre sous la forme d'un JT vidéo 3 ressources en valeur, 3 ressources d'Uniciel, 3 ressources entre guillemets sexy, et ainsi montrer en fait tout ce que vous faites. Vous êtes un enseignant, vous avez une idée, votre service TIS l'a mis en œuvre, ça serait dommage qu'en fait elle ne soit pas mise en valeur plus que ça. Uniciel Select, c'est un peu son objectif, c'est faire en sorte qu'on voit vos ressources et qu'on ait envie d'aller les voir. Donc sous la forme d'un JT de 3-4 minutes, et on fait le tour de 3 ressources. Alors 2012, c'est pour ça qu'on s'est un peu arrêté, on aura une nouvelle forme avec en fait un système de vidéos enrichies. On travaille notamment avec l'équipe de Manuel à l'UTC sur le fait de pouvoir regarder le documentaire et que les vidéos, les ressources s'affichent au moment le plus opportun dans le documentaire. Sam emménage sur Facebook. Alors, l'an dernier, je vous avais présenté Sam. C'est le petit contact de messagerie instantanée sur Windows Live Messenger, sur Google Talk, on connaît un peu moins. En fait, vous discutez avec Sam et il vous propose des ressources pédagogiques. Bien, Sam a pris également ses quartiers dans Facebook. Alors, ne vous inquiétez pas par rapport aux droits. En fait, rien n'est chez Facebook, tout est chez nous. C'est juste un applet qui permet effectivement de discuter avec Sam et ensuite il vous redirige vers les ressources en valeur. Mais ça permet aux étudiants, voilà, en même temps qu'ils ont leur compte Facebook, de pouvoir avoir le Uniciel en contact. Alors, un nouveau clip promotionnel. Je vais arrêter de parler, je parle beaucoup. Je vous montre celui-là. Normalement, le son doit passer. Là où j'ai un problème de réseau. Alors, quelques chiffres quand même. Donc, des séries à succès. Exo 7 sont des exercices de maths filmés. Actuellement, on a 60 000 vues par mois sur les plateformes vidéo, donc Canalu plus YouTube. Quesaco, je vous donne juste les vues sur le site universcience.tv, 3 000 vues par semaine. C'est une web TV, donc vous avez une programmation hebdomadaire qui change. Physique à main levée, 20 000 vues par mois sur la plateforme vidéo également. Et un site en croissance, alors Manuel en a parlé tout à l'heure. En fait, on est passé à quasiment 1000 visites par jour sur le site et notamment sur les ressources pédagogiques grâce au partenariat avec Bibac, qu'on va évoquer tout de suite. Et l'UEL, l'université en ligne, on connaît bien. Actuellement, on est à 3200 visites par jour sur l'ensemble des deux sites, ul.education et ul.uniciel.
Et enfin, je vous ai dit que je parlerai de Blogosciences. Le concours Blogosciences a une volonté de faire du buzz par rapport au site et notamment aux ressources pédagogiques. L'idée est très simple. Un étudiant écrit un blog sur le sujet qu'il veut, à condition que ça réponde à une question de science. Pourquoi le ciel est bleu, c'est quoi le mur du son, comment les abeilles fabriquent-elles du miel, enfin voilà, ce qu'ils veulent en science. Et l'ensemble des internautes votent sur leur contenu. Alors évidemment, nous on a un droit de regard pour éviter les problèmes de copyright sur d'autres sites. Et le premier prix est une somme de 1 000 €, parce qu'on s'est dit que de toute façon un étudiant a plus besoin d'argent qu'un nouvel ordinateur. Et donc c'est un chèque de 1 000 €, puis le deuxième prix 500 €. Et déjà là, ben voilà, on a pas mal d'effets de buzz à travers une vidéo, des vidéos plutôt sympas, qui vont peut-être faire sourire. C'est comme si... Bah si, la science, oui, si, faut que je réfléchisse. Si, ça je le sais. Hein. Si, c'est ça. Je m'en souviens, on m'a expliqué. Bon voilà, on n'est pas dans le même genre que tout à l'heure, mais c'est une cible étudiante. Donc n'hésitez pas à diffuser le contenu de ce concours sur vos sites d'université. Votre université pourrait être la gagnante si c'est un étudiant qui remportait. Alors j'arrête de vous montrer des vidéos et de parler. Je laisse la parole un peu à Samy pour présenter un peu le site Bibac, le concept de Bibac et également ce qu'on a fait ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Manuel et Maxime de m'inviter en fait pour présenter le projet. Bibac, c'est un projet qui a déjà 4 ans, qui s'adressait au départ uniquement aux bacheliers. Et l'idée, c'était de mettre à disposition un site d'échange en fait, de fiches de révision entre bacheliers et aussi avec le concours des enseignants dès le départ. Donc ça, c'était pour la première année. Petit à petit, on est monté un petit peu en puissance en élargissant un petit peu la cible aux collégiens, donc à l'ensemble des lycéens et à l'enseignement supérieur. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu malade. J'ai un peu un gros rhume. Donc à partir de 2009, en fait, on a lancé une version de Bibac sous forme de réseau social, donc entièrement dédié donc entièrement dédié au partage de savoir en fait scolaire. Et excuse-moi. Ouais, c'était pas... Oui, donc en fait, excusez-moi. Maladie oblige. En fait, le concept de Bibac, c'est vraiment de pouvoir diffuser le savoir scolaire à travers un réseau, que chacun puisse proposer des ressources pédagogiques. Et depuis cette année, à peu près, il y a eu du changement sur le fait d'être plus ouvert. C'est ça. Et notamment d'ouvrir à des partenaires de qualité. Alors vous en avez quelques-uns comme l'étudiant ou des enseignants parfois qui ont décidé de pouvoir diffuser des contenus en histoire, etc. Nous, on est partenaire officiel. Donc ce que vous voyez sur la homepage, c'est notamment des contenus qui sont mis en avant. Et vous avez à travers le site Bibac le principe des chaînes. Tu me coupes quand tu veux. Hein. Oui. Et sur lequel, en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources pédagogiques. C'est un peu la nouveauté, puisque les ressources, les liens en tout cas, ne sont pas sur un site initial, ils sont sur la chaîne Bibac, où en fait on va favoriser les échanges et le trafic. Merci beaucoup. Donc, vous retrouverez sur ce site le principe des classifications disciplinaires, cher à Marie et à toute documentaliste, donc sur le fait que vous puissiez naviguer dans les différents thèmes. Un moteur de recherche également, qui est actuellement une version de base, qui va évoluer pour être encore plus efficace dans les recherches. Et ce qui est vraiment intéressant, quand on parle de communication avec les étudiants, c'est que c'est le système de questions. En fait, vous allez peut-être voir, je vous montre peut-être sur la page d'accueil.
voilà, vous avez un flux d'activité comme n'importe quel, décidément ce PC, n'importe quel réseau social. Et en fait, vous allez pouvoir avoir, alors évidemment là j'ai pas le bon exemple, un système de questions où l'étudiant pose une question en disant bah tiens, moi j'ai eu un cours de maths sur les intégrales et j'avoue j'ai rien compris sur les intégrales impropres. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un a un cours? Et le fait de pouvoir publier aussi rapidement, ça permet aussi à la communauté de répondre rapidement avec un commentaire en soumettant en général une ressource qui se retrouve sur Bibac. Puisque Bibac actuellement regroupe 12 000 ressources pédagogiques. Un peu plus maintenant, Voilà. 14 000. 14 000. 14 000 ressources. Et Peut-être, vas-y. je suis désolé. Hein. Donc voilà, en fait, donc on a à peu près 14 000 ressources et surtout on fédère un public d'enseignants, de chercheurs, de collégiens, de lycéens. Et donc l'idée en fait, c'est de diffuser un maximum de ressources pédagogiques validées, à l'image de ce qu'on fait avec Uniciel dans le partenariat, mais aussi à côté de ça cohabite du contenu généré par les utilisateurs, donc des apprenants eux-mêmes. Et c'était la démarche qui nous intéressait au départ aussi, c'était de mettre l'apprenant aussi au centre du dispositif et de lui permettre de restituer ses connaissances à partir du moment où il avait reçu des enseignements qualifiés. Donc il y a un certain nombre d'outils pour ça. Donc on s'appuie énormément sur les mécanismes sociaux, en fait les plus populaires, donc sur des fils d'actualité du type Twitter, Facebook, de la suggestion de contenu également aussi, et aussi une organisation en fait des connaissances sous forme de chaînes thématiques qui sont des matières en fait. On avait fait l'expérience il y a à peu près un an d'essayer de remapper le système scolaire, c'est-à-dire d'avoir des parcours pédagogiques par lesquels on rentrait par une classe, par une série comme pour le bac par exemple, par une matière et par un programme, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on est depuis septembre, on a repositionné vraiment cette organisation des connaissances directement par des matières et dans laquelle après on peut filtrer par niveau, ce qui est une expérience beaucoup plus efficace. On lance très prochainement aussi, c'est-à-dire la semaine prochaine, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les groupes. Donc les groupes, ça va être essentiellement des groupes classes virtuelles. On a eu énormément de demandes en fait de la part d'enseignants de pouvoir créer des groupes, c'est-à-dire un écosystème vraiment privé dans lequel ils vont pouvoir travailler, échanger et collaborer. On a aussi pas mal d'apprenants aussi qui veulent se fédérer autour de ces groupes-là, en particulier pour les révisions sur une thématique particulière. Et donc on attend beaucoup de cette expérience-là. Parce que Bibac, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose, c'est un projet qui de recherche et développement à l'origine. Il est gratuit, sans publicité, donc on travaille énormément en fait en collaboration avec des apprenants, des enseignants pour être au plus près de leurs besoins. Et donc en fait on fait des expérimentations et là cette année on arrive à quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Merci beaucoup Samy. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela. On a 2-3 minutes, même si je suis très en retard. Oui, monsieur au fond. Je voudrais réagir à une remarque qui vient d'être faite. Alors, excusez-moi, on va attendre le micro. Normalement, il y a un micro de prévu. Mais c'est pour ceux qui sont... Bonjour, Guy Marmet, UNIT. Vous venez de faire une remarque qui était tout à fait intéressante, moi qui m'a laissé sur ma faim, en disant on a tenté de faire une entrée par classe, ce qui semble effectivement logique et en première démarche. Derrière, vous constatez un non-fonctionnement et vous abandonnez. Et là, je trouve que c'est dommage parce que dans 1 an ou dans 2 ans, on va recommencer à vouloir rentrer par ce mode d'entrée. Est-ce que vous avez analysé les raisons du non-fonctionnement de quelque chose qui semble de bon sens, quoi? Les raisons pour lesquelles on a abandonné cette démarche de parcours qui est assez logique, hein, de rentrer par collège, classe, matière, programme, c'est que c'est essentiellement des problèmes d'usage et d'ergonomie en fait.
Donc pour l'utilisateur, c'est quelque chose qui nous a paru, après retour sur utilisation, sur usage plutôt, quelque chose de trop complexe au quotidien, c'est-à-dire de revenir comme ça sur des cours en refaisant un parcours en entier. Ça fait un nombre de clics trop important. Et du coup, le fait de rentrer par matière directement nous permet de simplement de mettre un filtre, par exemple. Je rentre par mathématiques, je clique sur 6e, j'ai l'ensemble en fait des mathématiques sur la 6e. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus ergonomique et plus efficace en fait, quoi. Une autre question ou pas? Ou bien vous attendez la pause avec impatience? Vincent, s'il te plaît. Bonjour. Quel est le modèle économique de Bibac? Alors, le modèle économique de Bibac, il est essentiellement axé sur la valorisation technologique en fait, de ce que nous on fait, c'est-à-dire au travers Bibac, pour à terme, j'espère d'ici 1 an, pouvoir proposer en fait l'écosystème Bibac à des établissements privés en fait, enfin à des établissements publics et privés en tant qu'ENT, basés sur le réseau social. Ce qui est encore un travail à venir, puisqu'aujourd'hui on a développé les briques sociales classiques, mais on n'a pas encore les briques ENT, on n'est pas passé encore par exemple sous les normes SCORM ou l'homme-FR. On va le faire cette année et petit à petit on va adapter Bibac vraiment sur les bases des outils ENT qui sont le cahier de texte, etc. en fait. Le plus gros travail a été fait, j'allais dire. C'est tout le travail technique en fait qui a été réalisé. C'est énormément en fait d'années quasiment, quoi. Et donc maintenant le passage à l'ENT c'est pas le plus compliqué. Je pense qu'il va nous falloir à peu près 8 mois pour commencer à pouvoir proposer un outil en fait. Une fois que l'ENT sera proposé à ces établissements, le réseau lui restera ouvert en fait. C'est ça. Lui le réseau il a vocation à être vraiment grand public. Il faut savoir qu'on a nos visiteurs viennent de quasiment de plus de 70 pays différents. Donc on a vraiment une grande partie de la francophonie, mais on a aussi tous les lycées français à l'étranger. Donc pour nous c'est important. C'est-à-dire Bibac, dès le départ, c'est un projet qui vise à fédérer en fait les apprenants et les enseignants, c'est-à-dire de créer du lien entre eux. Et c'est pour ça qu'on invite un maximum de partenaires, donc notamment des enseignants qui diffusent leurs connaissances aussi, et des enseignants même étrangers, ce qui nous intéresse beaucoup. Et on veut vraiment faire de Bibac quelque chose de central en termes de diffusion de contenu et de création de liens, encore une fois, entre les apprenants et les enseignants, mais aussi entre enseignants et enseignants, d'où les groupes de travail qu'on va lancer aussi, pour tout ce qui est méthodologie, etc. Et de faire de Bibac à terme l'ENT des ENT, puisque dans le concept en fait, à chaque fois que la solution sera adoptée, on essaiera en tout cas de pousser vers des partenariats aussi, non pas simplement de la vente de solutions technologiques, mais aussi de proposer à des établissements d'être partenaires et de diffuser une partie de leurs connaissances sur Bibac, qui serait lui au centre du dispositif en fait. Si vous n'avez plus de questions, je vous invite à la pause bien méritée qui se situe dans la salle à côté. Donc, et on reprend à ce moment-là dans 10 minutes. On invite les participants à la table ronde animée par Sophie Jequier à venir ici au niveau du bureau pour s'organiser. Merci. C'est dur. On peut voir en fait. Merci. J'ai rigolé quand j'ai critiqué Emmanuel. Oui, à tort. Oui, t'as dit à tort. Tu l'as. Oui, parce qu'après,